Bonjour à tous. Pour débuter notre journée, il y aura beaucoup d'émissions ce jour. Et pour débuter, nous avons en plateau des invités qui vont nous parler économie, notamment Christophe Wachter, un homme que vous connaissez bien, mais le deuxième aussi, qui est président du CESER. Donc le CESER, c'est le Conseil économique et social et environnemental régional. Il est aussi le secrétaire général des MPI, donc des moyennes et petites industries. De l'autre côté du plateau, nous avons Joseph Moueza. Joseph Moueza qui est chef d'entreprise et lui aussi qui aura à nous parler de cette crise sociale, crise économique. Il a eu à être aussi en plein cœur de certaines discussions en 2009. Alors, on verra avec lui comment est-ce qu'il aborde la situation en 2021. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Voilà donc, on va dire une situation particulière, tendue. Comment qualifier ce qui se passe aujourd'hui? Avec votre regard, vous avez l'habitude d'analyser, l'habitude de voir la Guadeloupe fonctionner. Quels seraient vos propos par rapport à tout cela? Alors, en fait, en ce qui me concerne personnellement, je crois que depuis 2009, j'ai eu une très grande déception de 2009. Et il y a 8 mois de cela, un de vos confrères m'a invité sur le plateau et j'avais déjà, à cette époque-là, le 19 mars 2021, j'avais déjà fait cette déclaration en disant que je m'inquiétais pour le pays. Avec cette montée de la violence, cet effritement même du tissu économique, social, culturel du pays, c'est-à-dire qu'on sentait effectivement la Guadeloupe à la dérive. Et puis j'ai essayé autant qu'on faire se peut alerter la conscience collective pour dire, attention messieurs, nous allons droit dans le mur. Quand vous avez dit alerter la conscience collective, vous pensez à qui? Avez-vous alerté? Vous savez, dans un pays, quand il y a réflexion, quand il y a solution, ce sont des solutions pour le pays, donc ça concerne tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes tous concernés par ce qui se passe. Et ce n'est pas la première fois que je le dis, je n'ai pas cessé de le dire. Nous avons un certain nombre d'éléments que nous devons mettre et que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir trouver les solutions. Alors, Joseph Moueza, vous dites nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Vous n'êtes pas le seul. Tous ceux qui sont passés sur ce plateau ont dit la même chose. Nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Ça veut dire qu'il y a une volonté de le faire, mais passer les mots concrètement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a, et je laisserai le soin à Christophe de pouvoir bien étayer cela, il y a aujourd'hui un élément qui est essentiel, c'est le tissu économique du pays. Vous savez, qu'est-ce qui fait vivre un pays? Au-delà de l'aspect politique qui donne une certaine direction, c'est l'économie. Et l'économie, c'est l'entreprise. Et aujourd'hui, il faut déjà, dans un premier temps, qu'au niveau de l'entreprise, qu'on arrête de se chamailler, la première chose, qu'on se mette tous et se dire qu'on est tous sur le même bateau et qu'on ait une vision. Alors, est-ce que l'économie, c'est la cheville ouvrière de la politique? Tout à fait. C'est l'économie qui crée la richesse. C'est l'économie qui crée. Mais les hommes politiques, aujourd'hui, doivent avoir une oreille attentive à l'économie et non partir dans des discours, partir dans la jet set d'une organisation assez spécifique. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel. Je le dis souvent, il faut qu'on revienne à l'essentiel. Et cet essentiel, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes de Guadeloupe qui ont une certaine maîtrise de tous les différents. Vous savez, en 2009, j'ai découvert effectivement que le Guadeloupéen a déjà tout dit pour sa structuration, pour son organisation. Il s'agit tout simplement qu'on arrête d'avoir des timals, qu'on ait des gens qui se concertent et qui ont véritablement l'envie de régler des problèmes. Alors comment un timal ne peut plus en être un? À partir du moment que tout le monde a raison, il n'y a pas de raison universelle. Chacun a une partie de la raison. Et c'est en mettant ensemble, et bien évidemment,
avec une méthode qu'on peut arriver à trouver et à mettre, je ne dis même pas trouver les solutions sont là, qu'on puisse véritablement mettre ensemble les différents ingrédients pour pouvoir réussir effectivement le véritable projet guadeloupéen. Est-ce que le volet oublié de cette réflexion, ce sont les jeunes qui sont dans la rue, les jeunes désœuvrés, les jeunes qui ont besoin d'être assistés, d'être accompagnés? Les jeunes sont la résultante de notre incompétence. Il faut qu'on remarque, si les jeunes sont là aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas su faire ce qu'il fallait au moment où il fallait. Je poserai une question très simple à Christophe en ce qui me concerne. Alors avant, je vais lui poser une question et puis on va arriver avec vous, puisque l'important c'est d'échanger, c'est d'essayer de comprendre à travers les questions et puis vous pourrez effectivement lui en poser si vous voulez. Alors, Christophe Roacter, vous êtes donc impliqué dans la vie économique de la Guadeloupe depuis bon nombre d'années. Ça date pas de maintenant, ça fait combien de temps que vous œuvrez? Un peu plus de 10 ans en moyenne, c'est pas des industries, et près de 25 ans, je veux dire, dans les affaires publiques, politiques, économiques. Oui, donc vous avez une vision très large du tissu économique de la Guadeloupe, mais aussi du système politique, du fonctionnement même politique, du fonctionnement de nos élus. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces deux volets sont en phase? Le volet politique, c'est-à-dire les élus, la ligne, la vision des élus, avec celle des chefs d'entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un lien fort et une vision commune du développement du territoire? Il y a un lien, tous les partenaires en fait, du monde économique, du monde politique savent travailler ensemble et savent regarder un dossier ensemble lorsqu'ils touchent la Guadeloupe. Mais on peut encore mieux accorder les violons. C'est ce que chaque fois, j'ai à chaque rendez-vous, les partenaires sociaux de Guadeloupe, c'est ce qu'ils trouvent comme conclusion. Ça veut dire il faut qu'on apprenne à mieux travailler ensemble, il faut qu'on apprenne à se définir des objectifs communs. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, on est au cœur de ce qu'on appelle une crise systémique. Ça veut dire que tout le monde est concerné, tout le monde est impacté et tout le monde est sensible. Il n'y a pas une personne en Guadeloupe qui n'est pas touchée par cette crise systémique. Cette crise systémique, elle n'est pas une surprise. Beaucoup l'ont vu venir. Joseph Mouisa fait partie de ceux, parce que j'étais à ses côtés en 2009, dans le cadre des États généraux de l'Outre-mer, où nous avons travaillé sur une sortie de crise. Joseph Mouisa fait partie de ceux qui ont attiré l'attention à la fois des Guadeloupéens, à la fois des autorités locales, à la fois des autorités nationales, sur la nécessité de reconsidérer notre système économique, c'est-à-dire de le faire reposer sur des piliers qui nous ressemblent un peu plus. Sortir d'une logique de rattrapage systématique, d'une logique d'adaptation à des règles, mais d'être plus dans nos propres souliers. Alors, cette image qui est d'être plus dans nos propres souliers, elle fait débat chez nous parce qu'on n'est pas vraiment d'accord sur ce que ça peut signifier. Être dans nos propres souliers, c'est certains disent que c'est de l'indépendance, d'autres disent que c'est du séparatisme, d'autres disent que c'est de l'autonomisme, d'autres disent que c'est de la domiciliation de pouvoir local, d'autres disent que c'est des meilleurs rapports avec l'État. Eh bien oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Et s'il y a tout ça à considérer, ça signifie qu'il faut qu'on débatte de tout ça. Ça signifie aussi qu'il faut qu'on fasse émerger une volonté locale. C'est en tout cas ce que une réforme constitutionnelle qui date de 2001, je crois, ou de 2002, nous a permis de faire. C'est-à-dire, dites un petit peu ce que vous voulez, on va vous donner une formule pour faire émerger une proposition locale. On a appelé ça le Congrès des élus départementaux et régionaux, réforme de 2002. Faites des propositions de répartition de compétences entre les collectivités existantes. Faites des propositions également de formalisation d'une nouvelle collectivité d'outre-mer, si vous voulez. Mais tout cela, validez-le par un référendum. Et là, on va entamer un dialogue avec le gouvernement. Oui, mais même sur ça, même sur cette évolution institutionnelle, on voit qu'il n'y a pas une ligne, on voit qu'il y a divergence, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là. Donc comment avoir une voix face à l'État et que cet État puisse comprendre clairement l'ambition de la Guadeloupe, pour le développement même de ces structures, de ces institutions, et que la population puisse s'y retrouver. Parce que là, c'est vrai, et Joseph Moïse l'a dit, il faut s'asseoir, il faut discuter, mais ça, est-ce que la population n'a pas marre d'entendre à chaque fois
Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut depuis bon nombre d'années. Depuis plus de 20 ans, moi, ici, j'entends, asseyons-nous et puis avançons. Et tout le temps, la même rengaine, excusez-moi de le dire comme ça. Alors, comment sortir de tout cela? Et qui peut le faire? Juste en respectant une étape préalable, avant d'aller parler à l'État, je pense qu'il faut qu'on se regarde dans notre propre miroir. Et quand on va se regarder dans notre propre miroir, on va se rendre compte que sur notre petit territoire de 1700 km² avec 380 000 habitants, on a des voix discordantes. Il ne faut pas oublier qu'on cherche un interlocuteur. Lorsqu'on arrive devant notre interlocuteur avec des voix discordantes, notre interlocuteur ne nous prend pas au sérieux. Lorsque notre interlocuteur voit que sur des consultations électorales, on est sur des taux d'abstention hallucinants, notre interlocuteur ne nous prend pas au sérieux sur notre façon de vouloir nous engager politiquement. Lorsque notre interlocuteur nous écoute parler de nos jeunes, qui sont nos forces vives, qui sont l'avenir de notre territoire, et que nous sommes les premiers à diaboliser nos jeunes auprès des autres, quelque part, moi, je veux bien regarder un jeune Guadeloupéen comme un diable. Je veux même moi me regarder comme un diable, mais je ne le dirai pas à l'autre. Et là, aujourd'hui, on va voir des gens à l'extérieur et on leur dit, regardez, nos jeunes, c'est des diables. Je pense que se regarder dans un miroir entre Guadeloupéens nous permettra de mieux parler à nos interlocuteurs et nous permettra d'être mieux considérés par nos interlocuteurs. Où acheter ce miroir ? C'est du débat local. Généralement, pour que ça arrive, il faut une mobilisation des forces vives, il faut une mobilisation des partenaires sociaux, il faut une mobilisation des élites, il faut une mobilisation des intellectuels, il faut une confiance dans nos politiques. Crise systémique veut dire, à mon avis, une crise de confiance généralisée au sein de notre petit pays. On décrédibilise la parole publique, on décrédibilise la parole économique, on décrédibilise les jeunes, on décrédibilise tout le monde en fait. Moi, je suis bien passé pour vous le dire. Je préside un conseil économique et social. Nous avons commis un rapport de sortie du confinement. On a travaillé d'arrache-pied, des nuits blanches, etc., pour sortir un rapport en 3 semaines. Une fois que ce rapport sort, qu'est-ce qu'on entend ici en Guadeloupe? On entend que ce rapport, que nous sommes des marionnettes, en fait, et que ce rapport a été écrit par des autorités gouvernementales qui nous ont demandé de porter le rapport, etc. Et on entend ça de la part de Guadeloupéens qui sont nos partenaires sociaux. On entend ça de la part de Guadeloupéens qu'on a consultés pour élaborer ce rapport. Et ce qu'on a obtenu de leur part, c'est on part rentrer dans Bitanzot parce que c'est des choses comme ça en fait. On perd beaucoup de temps dans un faux débat local qui est plutôt basé sur des mises en accusation et des tentatives de discrédit en local. Et ensuite on va dire mais les autres ne nous écoutent pas. Je veux dire, il faut arrêter de se griller soi-même. Vous avez parlé de miroir tout à l'heure. Oui. Est-ce que ce n'est pas un miroir déformant? Non, moi j'ai confiance dans notre miroir, j'ai confiance dans nos intellectuels, j'ai confiance dans nos jeunes, j'ai confiance dans nos politiques. Chaque fois qu'on m'interroge sur les médias, sur nos politiques, je dis toujours arrêtons de taper sur nos politiques. On les a désignés nous-mêmes. À la limite, une fois qu'ils sont dans leur mandat, il faut qu'on se mette derrière eux. Vous avez quand même parlé d'un fort taux d'abstention et qui, selon certains, je ne parlerai pas de crédibiliser, mais qui ne donne pas le poids qu'il faut à ceux qui sont élus. Qu'en pensez-vous? C'est un drame qui touche la Guadeloupe, c'est un drame qui touche le monde entier. Je pense que même au niveau de la désignation du président de la République française, on a dit qu'il a été, qu'il y a trop d'abstention, etc. Là, c'est un problème qui nous dépasse complètement. Mais c'est un problème que nous, sur notre petit territoire, on peut régler plus facilement que les autres. C'est-à-dire de faire émerger une vraie volonté guadeloupéenne. On a le moyen de le faire. Alors, il n'y aura pas l'unanimité sur toutes les questions, mais quelque part qu'on ait un débat sain sur des questions fondamentales, qu'on sache exactement ce qu'on veut économiquement pour notre territoire. Nous ne sommes pas plutôt sur un débat de personnes. Ouais, je crois qu'en fait, Christophe a raison dans sa pensée, dans la pensée qu'il développe. Mais je crois qu'il y a des éléments que nous devons tenir compte. Je pense qu'il y a un phénomène historique qui n'est pas négligeable dans notre comportement. Et je crois que ces éléments-là doivent être pris en compte. Parce que quand on regarde l'analyse qui se fait jour après jour, on constate qu'on est tout et n'importe quoi en même temps. On n'arrive pas aujourd'hui à synthétiser notre vision sur la base d'un projet. Parce que depuis tantôt, on a toujours parlé de projet, mais on ne sait jamais
mis d'accord sur un véritable projet. Mais il y a eu des projets, il y a eu le projet guadeloupéen, il y a eu d'autres projets, vous savez, qui sont restés dans les tiroirs. Vous savez, quand je suis arrivé... Et vous le savez, après 2009, quand il y a 10 ans, nous sommes arrivés à travailler dans les États généraux, lors des États généraux, j'ai constaté que le Guadeloupe avait déjà tout dit. Nous n'avons fait que reprendre effectivement ce qui avait été dit et le mettre au goût du jour. Et c'est ça que j'invite aussi aujourd'hui qu'on puisse faire. Les travaux qui ont été faits lors des États généraux ont été des travaux quand même remarquables, qu'on puisse prendre ces travaux comme une réflexion de base et qu'on puisse l'étayer avec effectivement de nouvelles boutures, de nouvelles orientations, rafraîchir pour qu'on puisse véritablement, au niveau du monde économique, avoir un ensemble d'éléments permettant d'entrer dans la discussion. Parce que la discussion, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, nous avons des relations compliquées même entre nous. Donc, par voie de conséquence, si nous avons des relations compliquées entre nous, nous avons des relations compliquées a fortiori avec l'autre. Donc, il est évident que nous devons, pour moi, c'est le premier élément, l'élément indispensable, c'est que nous arrivons à trouver véritablement au sein de la Guadeloupe les éléments nous permettant d'avoir ce véritable projet où tout le monde souscrira. Parce que la Guadeloupe, c'est un petit pays de 400 000 habitants et ce n'est pas difficile, ce n'est pas si difficile que ça. Vous savez, au centre du débat, il y a les hommes. Et ce sont les hommes qui vont définir cette orientation. Et cette orientation ne peut être définie que si nous trouvons un label commun, que si nous trouvons une unité, une pensée effective où les gens vont se regrouper. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, le monde économique, c'est quoi? Le monde économique est dispersé en Guadeloupe. J'allais vous poser la question. Il faut que nous puissions, moi aujourd'hui, je fais appel au président de la CCI, au président des institutions, pour que nous puissions nous rencontrer rapidement, qu'on puisse, vous savez, comme on l'a été en 2009, que nous puissions monter sur le pont. Vous savez, le bateau Guadeloupe aujourd'hui est des eaux difficiles. Moi, je dis que tous les matelots doivent monter sur le pont. Tout le monde doit monter sur le pont et d'essayer de porter sa contribution pour que nous puissions trouver, pour que nous puissions faire naître les solutions. Mais lorsqu'on regarde, Joseph Mouissa, juste, je vous suis, et j'aimerais dans la foulée vous poser une question. Lorsqu'on regarde les élections de la CCI, les élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat, les élections de la Chambre d'agriculture, lorsqu'on regarde tout cela, est-ce que ces élections ne sont pas de nature à créer encore plus de divisions, à mettre de l'huile sur le feu? Mais ces élections, et toutes les élections sont à l'image du pays, à l'image où le pays est dans un système aujourd'hui où il est en train de s'effriter. Toutes les valeurs s'effritent. À partir du moment dans un pays que les valeurs s'effritent, ce ne sont pas uniquement les valeurs des jeunes qui s'effritent. On ne s'en rend pas compte, nous adultes, mais toutes les valeurs s'effritent. Nous avons donc cette responsabilité-là, aujourd'hui, de dire que la situation doit se redresser. Il y a des sacrifices, tout le monde doit faire des sacrifices. Et c'est ça le problème. Dans la réflexion, nous avons des techniciens suffisamment affûtés pour venir porter leur contribution. Il faut qu'on arrête de se regarder en chaîne faïence. Il faut aujourd'hui que ce soit la chambre de commerce, que ce soit la chambre de métier, toutes les institutions aujourd'hui qui sont là à permettre aux entreprises d'évoluer, de donner le meilleur d'eux-mêmes, que la réflexion soit portée. J'aimerais avoir juste votre avis sur cette question-là. Lorsqu'on regarde les élections, on regarde ce qui s'y passe, on regarde le positionnement des uns et des autres, est-ce que c'est de nature à mettre en phase les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent parler d'une même voix et pouvoir être entendus? J'aurais du mal à répondre à cette question-là, mais j'ai juste envie de dire qu'au XXIe siècle, si la Guadeloupe découvre que le débat démocratique sanctionné par une échéance électorale, c'est quelque chose qui crée un clivage dont elle ne se remet pas, il faut que la Guadeloupe réfléchisse bien à sa place dans le concert international. Je veux dire, il faut aussi qu'on apprenne à débattre politiquement. Il faut aussi qu'on apprenne à respecter un mode de scrutin, à convenir ensemble que ce mode de scrutin va nous permettre de départager des candidats qui seront des postulants pour exercer un mandat. On ne va pas aujourd'hui réinventer la démocratie athénienne. Je pense qu'on a adhéré à ce contrat social. Il faut pouvoir continuer à travailler ensemble après. Mais évidemment, il ne faut pas qu'on essaie de réinventer le système démocratique qui a fait ses preuves depuis combien de siècles dans le monde entier.
il faut aussi qu'au lendemain des élections, on soit capable d'admettre qu'il y a un processus qui a désigné des personnes qui vont porter une responsabilité pendant une certaine période. Et il faut que quelque part, on se dise que si on a désigné ces personnes-là, c'est pour qu'elles fassent un travail et qu'on se mette quelque part, même si on continue à débattre politiquement, mais qu'on se mette derrière ces personnes-là. Si le but, c'est de casser celui qui a été élu, et on le voit sur des élections régionales. Moi, je vois des candidats aux élections régionales, je pointe personne du doigt, mais je pense qu'ils vont se reconnaître. Des personnes qui ont fait un score quand même honorable, il faut respecter toutes les personnes qui ont un projet politique à mettre dans le débat pour des élections régionales. Mais lorsque la sanction électorale est tombée et que vous avez fait votre score, ne devenez pas l'activiste le plus enragé, le plus présent dans le débat public. Respectez le résultat des urnes. Ne réinterprétez pas selon vos propres valeurs que vous avez épousées sur WhatsApp. Ne réinterprétez pas tout ce qui se passe. Parce que quelque part, ça a été dit aussi, je crois que c'est sur France Inter que j'ai lu ça récemment, la Guadeloupe, elle est vue de l'extérieur comme une caisse de résonance bizarre pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quelque part, moi, quand je lis ça, j'ai honte pour mon pays. Je n'ai pas le sentiment qu'on doit me regarder comme une caisse de résonance bizarre de circulation d'informations sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on voit mon territoire comme un territoire qui connaît la valeur de la démocratie, qui sait respecter un processus démocratique et qui sait respecter quelqu'un qui sort des urnes. Oui, Joseph Mouisa, vous aviez une question à poser à Christophe Wachter. Il a quelque peu répondu déjà à cette question, mais je vais quand même insister davantage. C'est de savoir, parce qu'il est, Christophe est quand même président des MPI. Secrétaire général. Secrétaire général des MPI, c'est M. Président du Césaire. Président du Césaire. Donc il est quelque part dans le pôle d'information et qui pourra nous éclairer sur un certain nombre de choses. Parce que je pense que nous vivons une situation économique particulièrement difficile et au-delà même de cette difficulté que nous avons avec cette période tumultuante, aujourd'hui nous avons ce problème qui vient se rajouter. Et déjà, l'économie de la Guadeloupe est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'il, à travers l'étude est en train ou s'est effondré? Non, est en train de s'effondrer, parce que bon, on ne sait jamais où on va. Hein. Vous savez, vous descendez dans un puits sans fond. Donc là, actuellement, on ne sait pas quelle sera la profondeur de ce puits. Donc, il a fait un travail remarquable que j'ai eu à parcourir en diagonale, mais il faudrait que je m'y attelle. C'est sur la reprise après le Covid. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement du Covid, parce que ce qui est en train de se passer là, ça laissera énormément de traces. Donc, c'était de savoir effectivement... Alors, vous dites énormément de traces. À quel niveau? En tant que chef d'entreprise, ça laissera des traces. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est une crise majeure. Cette crise est pire que la crise de 2009. Parce que la crise de 2009, vous aviez face à face les syndicats et les patrons. Aujourd'hui, vous avez un nouvel élément. Ce sont les enfants de 2009, là, maintenant, qui sont sur les barrages. Vous savez, en ce qui me concerne, nous avons eu 3 magasins de cassés samedi soir, vendredi soir. Je suis sorti des abîmes, j'étais dans l'incapacité d'arriver, que ce soit à Sainte-Anne, que ce soit à Port-Louis, ou que ce soit à Goyave. Et vous savez, sur les barrages, vous savez, mon cœur a saigné. Il n'y avait que des jeunes de 13-14 ans. Ce sont des enfants qui avaient 2-3 ans en 2009. Contrairement à ce qu'on dit, on casse le magasin des Guadeloupéens. Mais ces jeunes-là, ils ne sont pas Guadeloupéens. Ils sont des jeunes. La vision même de l'organisation de notre société, à tous les niveaux, mérite... Ah, vous dites qu'ils ne sont pas Guadeloupéens, ils sont des jeunes. Écoutez, l'éducation que nous avons... Vous savez, quand vous arrivez sur un barrage, que des jeunes vous entourent, 5 d'un côté, 5 de l'autre côté, ils disent « Oh, Pépé, au caille, ou pas en place ça, on va entrer en casa, Pépé. » OK? Et d'un air menaçant. Mais ces jeunes-là, ce n'est pas de leur faute. Je ne viens pas aujourd'hui les défendre, mais c'est la question que j'ai posée le 19 mars, en disant que quand on voit ces jeunes, quand on les rencontre, il faut qu'on se pose des questions, parce que c'est l'avenir, c'est le pays, c'est la Guadeloupe de demain. Et je l'ai dit, je ne me reconnais pas dans cette Guadeloupe. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème. Le problème de la Guadeloupe, vous avez l'effondrement du système économique. Donc, ça veut dire que nos entreprises ne pourront pas créer d'emplois. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les jeunes ont besoin d'emploi. Les jeunes ont besoin de formation. Les jeunes ont besoin d'être encadrés.
qu'est-ce qui est véritablement mis pour pouvoir effectivement les accompagner. En 2009, il y a des solutions qui ont été portées. Et j'ai participé en 2009... Sur l'emploi des jeunes ? Bien sûr, il y a un cahier qui a été établi et Christophe a été un des rapporteurs. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré Christophe Wachter. Et je peux vous dire, j'ai insisté, et ça a été ma condition de participer aux États généraux, qu'il y ait un comité de suivi pour que nous puissions voir l'évolution. Et ce comité de suivi, je ne vous dis pas qu'elle aurait empêché effectivement ce que nous avons aujourd'hui, mais il aurait participé peut-être à améliorer un certain nombre de choses. Et puis très vite, nous avons eu Qu'est-ce qui s'est passé? Le comité de suivi. Pourquoi il n'y a pas eu de suivi? C'est pour ça que jusque-là, je ne m'étais jamais intéressé à la chose collective. Pourquoi il n'y a pas eu de suivi? Vous savez, le gouvernement a fait de la politique, alors qu'il y a eu des idées qui sont effectivement remontées, il y a eu des réflexions qui sont remontées, il y a eu des dispositions qu'il fallait prendre, et puis ça n'a pas. Et puis, parallèlement aussi, il faut dire, vous savez, je ne jette pas l'opprobre uniquement au gouvernement, mais nous aussi, il faut qu'on le remarque, nous n'avons pas été suffisamment virulents, suffisamment véatifs pour demander qu'effectivement, nous sommes des pacifistes, nous acceptons un peu tout. Donc il faut que quelque part, aussi que nous soyons responsables de nous. Donc quelque part, quand cette situation aujourd'hui nous tombe dans la figure, la première question qu'il faut qu'on se demande, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça c'est, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Parce qu'il s'agit de notre responsabilité. Les gens aujourd'hui qui participent, quel que soit le niveau où ils sont, moi je dis qu'on a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Tout n'est pas la faute de l'autre. Parce que quand, à partir du moment que c'est la faute de l'autre, ce n'est pas la vôtre, vous n'avez aucune responsabilité. Alors, je prendrai un exemple. Lorsqu'un chef d'entreprise a besoin d'aide, il s'adresse aux élus, quelquefois au gouvernement. Il insiste, jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Alors, dans ce suivi-là, est-ce qu'il y a eu à insister? Est-ce qu'il y a eu à y revenir? Est-ce qu'il y a eu à marteler? C'est ça la vraie question. Ou est-ce qu'on a essayé une fois et on s'est dit, rien ne se fait, j'abandonne? Alors, on a un peu le sentiment qu'il y a souvent des problèmes qui ont été soulevés, des questions qui ont été posées et des réponses qui n'ont pas été apportées jusqu'au bout. Et depuis le début de cette crise, on entend et on fait l'inventaire des causes profondes de cette crise. On reparle des sargasses, on reparle de la situation des jeunes, on reparle du chômage structurel de masse. De l'eau. Chlordécone. On n'a pas reparlé des routes, mais on a un réseau routier quand même qui n'est pas moderne. On a un réseau routier qui paralyse notre système. Pour faire 20 km, on prend beaucoup de temps. C'est le propre de beaucoup de régions d'outre-mer d'ailleurs. Joseph nous a évoqué les objectifs de relance économique. Effectivement, les crises successives qu'on a eues ces 20 dernières années nous ont fait réfléchir sur des outils de relance, sur des secteurs qu'on devait accompagner avec des outils pour permettre la relance. Aujourd'hui, avec la crise actuelle, on se rend bien compte l'urgence n'est pas de trouver les outils de la relance, mais l'urgence est de trouver les clés de la refondation de cette société. Et les jeunes sont ceux qui sonnent la cloche là, en disant, vous savez là, on ne va plus rien laisser passer. On a un pays qui est pollué. On nous dit que nos corps même sont pollués. On sait que vous n'avez pas de réponse là-dessus. Sur le chlordécone, on sait qu'on vous balade un peu. Sur les sargasses, on vous entend crier, mais on voit très bien, par exemple, qu'à Pestière de Marie-Galante, il y a des personnes qui sont obligées de quitter, d'abandonner leur maison familiale. Donc ça c'est pas réglé. On sait très bien que lorsqu'on regarde l'avenir, on est une population qui est vieillissante, mais qui ne sait même pas comment elle va financer ses retraites. Nous, on est des jeunes aujourd'hui. On veut deux choses. On veut une formation et on veut accéder à un marché de l'emploi pour s'accomplir. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits sur la formation. Le président de la région a rappelé tout ce que la région faisait effectivement. La région a cette compétence. La région a même une habilitation, je crois, législative dans ce domaine. La région fait énormément de choses. Mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup trop d'intervenants. On se rend compte, et on l'a dit plusieurs fois, beaucoup l'ont dit, qu'on est dans un millefeuille institutionnel qui, au final, rend les choses inefficaces. La première fois que j'ai entendu cela, moi, que j'ai entendu cette chose exprimée avec beaucoup de force, c'était en 1999, où le 1er décembre, vous avez 3 présidents de région qui ont fait l'inventaire de tout ce qui bloquait et qui ont fait des propositions.
Là Oui, mais encore, que s'est-il passé par la suite? Ça a été censuré par le peuple. Ça a été censuré par le peuple en Guadeloupe, avec des scores qui étaient, je crois... Par le peuple et par certains élus. Et par certains élus, évidemment. Mais je vous dis, moi, je préfère me tenir à l'écart de cette mise en accusation de certains élus. Je préfère regarder notre débat local. Ça permet d'être un petit peu plus objectif. Notre débat local n'est pas porteur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire. Notre débat local n'est pas porteur. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce qu'on a des chocs un peu trop violents qui nous tombent dessus. On a trop d'élections. Quand je parle de millefeuille institutionnel, ça paralyse le fonctionnement et la prise de décision publique, mais ça fait aussi qu'il y a des élections chaque année. Ça fait aussi en quoi est-ce gênant? C'est gênant parce qu'on sait très bien le folklore électoral chez nous. On sait très bien qu'il y a des déchirements pendant les élections. On a commencé l'émission sur ça. Dès qu'il y a des élections, c'est déchiré et tout ça, on ne travaille plus ensemble. Parce que ceux qui ne sont pas élus passent leur temps à passer par toutes les voies pour bloquer ceux qui sont élus. Et on voit très bien qu'il y a combien de chambres consulaires, combien de collectivités qui sont paralysées pour des raisons électorales. On ne travaille plus là. On est tout le temps dans de la confrontation. Alors, dans des moments comme celui-là, on va refaire la liste des nombreux projets, évidemment. On nous répète toujours ça dans les ministères. On a tous vos projets dans des tiroirs. Mais est-ce que vous êtes tous derrière le projet? Le dernier projet que vous m'avez donné là, vous êtes tous derrière ou bien vous vous divisez? Et c'est ce qu'on entend dans les ministères. Alors, on ne vient pas le raconter encore ici à la population, mais tous ceux qui vont à Paris, dans tous les ministères, c'est ce qu'on leur répond. On a reçu depuis 25 ans tous vos projets. Mais chaque fois, on vous a vu vous diviser sur vos projets. À quel moment vous allez nous dire, voilà un projet guadeloupéen, vous êtes tous derrière? Le jour où on sera à ce niveau-là, en face de nos interlocuteurs et en face de nos partenaires, on sera beaucoup plus crédible. Lorsqu'on voit que pour l'eau, pour cette structure unique, ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à ce que, non pas qu'il y ait une pensée unique, mais à se mettre d'accord sur une orientation, sur une ligne à tenir face aux interlocuteurs, comme vous dites, et notamment l'État? Oui, la pensée unique n'est certainement pas souhaitable, mais en tout cas la volonté commune, je pense que c'est possible quand même de l'atteindre. Oui. Moi, la difficulté se porte aujourd'hui, l'analyse que je fais, la difficulté se porte sur le fait de la considération du pays, la considération que chacun de nous porte pour le pays. Je pense que le pays manque de considération véritablement. Et que chaque homme, chaque femme qui vient notamment en politique, c'est vrai, elle arrive avec des idées nobles. Mais quand on arrive dans ce concert, effectivement, où, comme disait Christophe tout à l'heure, à chaque fois il y a des interrogations, on veut ça aujourd'hui, demain on veut l'inverse. Donc il est très difficile de mettre ensemble les visions. Parce que chacun, à un moment donné, quand on fait de la politique, chacun, à un moment donné, est tributaire d'une élection. Donc on retombe encore. C'est-à-dire ils font, la plupart du temps, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Il faut arriver à faire des tirages au sort et pas forcément des élections telles qu'on voit aujourd'hui. Ce serait encore pire. Ça serait encore pire. Oui, je pense. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas la volonté, qu'ils n'ont pas la dynamique, c'est le fait que l'environnement, aujourd'hui, l'environnement est un environnement qui est difficile à expliquer. C'est un fonctionnement particulier. Et comment justement agir lorsqu'on est dans une telle situation? Où est-ce qu'on doit se dire tout est perdu, donc que chacun continue à œuvrer au niveau de son petit précaré et puis vaille que vaille? Parce que c'est difficile, j'entends, hein, et tout le monde est unanime à dire que c'est difficile, mais à travers cette difficulté, comment avancer, comment faire, quelle solution? Vous savez, je reviendrai à ce qui vient de nous arriver. Ce qui vient de nous arriver, parce que je parle de nous. Le gouvernement a demandé à nos maires, à nos présidents de collectivités, de venir en métropole pour qu'ils puissent effectivement, qu'on puisse échanger, je ne vais pas prendre les mots exacts. Eh bien, vous savez, la conclusion, elle était déjà faite avant la réunion. Qu'on vous dise, effectivement, on viendra. Vous savez, moi, j'ai été meurtri par ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on me dise, je viendrai vous expliquer comment vous devez expliquer à votre population
Vous savez, pour moi, c'est outrageant. Pour vous, pour les élus? Ah, je ne sais pas pour eux, mais pour moi, c'est outrageant. Je n'aurais même pas eu la force de me trouver devant un micro. Vous allez voir, on sait effectivement que depuis tantôt, les relations sont compliquées entre nous déjà, mais les relations sont aussi, voire même plus compliquées entre nous et le gouvernement. Parce qu'effectivement, nous avons, une philosophie, une façon d'être, une façon de nous comporter qui n'est pas totalement en adéquation avec la vision aujourd'hui du continent. Donc c'est clair. Donc c'est pour ça que je suis très sensible à une idée de domiciliation ou, comme vous savez, on le dit de diverses façons, mais qu'il y ait une réflexion, mais que cette réflexion ne soit pas faite uniquement sur la base d'idéologie politique. Il faut que le débat soit beaucoup plus ouvert, parce que quand on s'arrête à des simples orientations bassement, je dis bassement politiques, le débat est déjà pollué. Alors, est-ce que pour vous, la solution, ce serait quand même de sortir dans le cadre de l'article 73 de la Constitution? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut changer carrément de cap? Moi, je ne suis pas juriste. Changer Je ne suis pas juriste. Et je regarde. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Par contre, ce que je ressens en tant que Guadeloupéen, et je peux le dire, qu'il nous manque des outils. Je dirais tout simplement ça, il nous manque. Je ne sais pas si tous les outils qui ont été mis à notre disposition ont été convenablement utilisés. C'est la question que je me pose, parce que j'entends dire aussi que tous les outils, je suis qu'un petit chef d'entreprise, j'essaie d'évoluer, et ce que je dis, je veux être un bon chef d'entreprise. Et pour être un bon chef d'entreprise... Alors pourquoi ne pas dire chef d'entreprise tout court et dire petit chef d'entreprise? Oui, chacun voit effectivement son niveau en fonction de ce qu'il peut faire. Moi, quand on dit petit, c'est pas réducteur. Non, petit n'est pas réducteur, parce que vaut mieux être un bon petit qu'un mauvais grand. Ok, je préfère un bon petit. J'essaie, avec les moyens que nous avons de faibles moyens, et nous essayons aujourd'hui de prouver à la face du monde et de nous prouver à nous-mêmes que quand on est décidé, et c'est moi l'exemple que je veux porter, quand on est décidé, quand on fonctionne de manière harmonieuse et que nous essayons en permanence de réfléchir à notre destin, à la façon de nous mettre ensemble pour travailler. C'est ça que j'essaie de démontrer à travers l'entreprise. Nous pouvons arriver à faire quelque chose. Et c'est sur cette base. Je suis, comme je dis généralement, technicien de quoi que ce soit. La seule chose que je sais, c'est que j'essaie d'organiser la vie, et ma vie, la vie de nos entreprises, sur l'exemplarité de ce que nous avons mis ensemble aujourd'hui pour pouvoir arriver là où nous sommes. Et c'est ça que j'invite. Vous savez, c'est tout simplement le bon sens. Vous devez fonctionner dans le bon sens, non pas avec, comment dirais-je, des théorèmes qui viennent d'ailleurs. Non, vous êtes sur un territoire, et ce territoire aujourd'hui doit vous donner tous les moyens de pouvoir vous évoluer et de pouvoir vous concerter et mettre ensemble les voies et moyens. Les gens ont toujours mis ensemble, là où ils se situent, les meilleurs éléments pour pouvoir se parfaire. Et c'est ça, c'est tout simple ce que je dis. Je ne rentre pas dans des débats techniques, je ne suis pas technicien, mais il y a aussi la part du technicien dans ces débats pour pouvoir élaborer. Parce que je vous dis, et ça c'est très fort en ce qui me concerne, s'il n'y a pas des garde-fous parallèlement dans ces différentes réflexions qui seront faites pour pouvoir faire une organisation, le débat sera exactement le même. Il faut que les gens aujourd'hui, il faut que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la capacité en permanence de pouvoir nous réinventer et de pouvoir nous adapter aux différentes évolutions de la société. Parce que la société d'aujourd'hui n'est pas la société d'il y a 10 ans. Donc, quelque part, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu et qu'il faut forcément que chacun puisse véritablement établir et puisse contribuer à cette évolution permanente, cette mutation en permanence de la société. Oui, Christophe. Alors, pour revenir à la question que vous posiez, 73-74, on n'utilise pas l'article 73 à 100%. Ça, c'est notre réalité. À cadre constitutionnel constant, on est dans un article 73 qu'on n'utilise pas. Mon sentiment, qui n'engage que moi, il vaut mieux
qu'on arrive à utiliser 90% de ce que nous offre l'article 73, plutôt qu'on aille essayer d'utiliser 20% de l'article 74. Ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe me conforte dans cette idée-là. Il y a des outils dans l'article 73. Article 72 plus 73, il y a le Congrès. L'usage qu'on a fait du Congrès depuis 2002, à mon avis, n'a pas été très porteur. On a fait 16 ou 17 congrès. On s'est amusé à donner des thématiques diverses. À l'issue de chaque congrès, on a adopté des résolutions. Ça nous a occupés pendant une journée. Ça a été retransmis à la télévision. Ça a donné à beaucoup de monde l'occasion de faire des discours souvent empreints de toutes leurs valeurs idéologiques, etc. C'est une occasion de s'exprimer. Moi-même, en tant que président de Césaire, j'ai eu à intervenir à 2 reprises au Congrès. Et effectivement, c'est un moment où on a envie de parler aux élus, on a envie de poser des jalons. Qu'en est-il de ces résolutions ? Des enjeux. Qu'en est-il de ces résolutions ? Qu'en est-il de ces résolutions exactement ? Qu'est-ce qui est sorti des États généraux ? Il y a de la substance intéressante qui est sortie des États généraux. J'étais rapporteur général, je peux vous en parler. Il y a des choses intéressantes. On a débattu pendant au moins 11 mois avec l'ensemble de la Guadeloupe sur tous les territoires. Les personnes les plus informées, les personnes les plus éclairées de Guadeloupe ont participé. On a sorti quelque chose de très intéressant. Joseph Mouisa fait partie de ceux qui ont insisté et qui ont d'abord proposé qu'il y ait un comité de suivi de ce qui sortira des États généraux, que ce comité de suivi ait une composition, que cette composition soit maintenue dans le temps pour que des gens se portent garantes de la mise en application et la mise en œuvre de ce qui sortira des États généraux. Le comité de suivi, il s'est dilué, encore une fois, pardon de le rappeler, dans des échéances électorales. Il y a eu de nouvelles échéances électorales, il y a eu un nouveau débat électoral, et puis après, est-ce que tout cela n'avait pas été mis en place, justement, parce qu'il y avait des élections à venir ? Non, je ne crois pas. Il y avait un calendrier qui était déjà là. Il y avait une situation particulière qui touchait l'outre-mer français et la Guadeloupe en particulier. Il y a une formule qui a été proposée, concertée entre le gouvernement de l'époque et les autorités locales. Cette formule consistait à mettre en avant un certain nombre de personnes de la société civile qui devaient devenir des animateurs de débats démocratiques pour faire émerger des solutions et des propositions écrites. Est-ce que les syndicats ont été intégrés, impliqués dans la démarche ? Alors, autant que je me souvienne, tous les syndicats ont été invités. Tous les syndicats n'ont pas participé. On s'est encore retrouvé dans ce réflexe de diabolisation, à dire c'est pas un tel qui doit présider. Si c'est Missé qui a Adam, pas Adam. Moi, j'ai entendu ça et je le dis aujourd'hui. J'ai assisté à ça parce que j'étais un petit peu plus jeune à l'époque et donc j'étais un petit peu plus, on va dire, optimiste, plus naïf sur les choses. Et je le dis aujourd'hui, je le dis publiquement, j'ai eu un certain nombre de déconvenus. Il y a des acteurs de la vie socio-économique dont je n'ai pas compris du tout l'objectif. Il y a des personnes qui ont joué des partitions qui m'échappent encore aujourd'hui. Il y a des personnes, à un moment, la Guadeloupe était en train d'essayer de se refonder quelque part. C'est ce qu'on a fait en 2009, refonder. La Guadeloupe était un petit peu fracturée, il fallait refonder les choses. Moi, j'ai vu des personnes jouer des cartes individuelles. Et à me poser des questions, moi personnellement, pas aller attaquer ces gens-là, mais aller regarder, à me dire, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous allez jouer une carte individuelle, regarder l'état de votre pays ? Tout ça, ça a gâché les choses. Et c'est ce qui gâche encore les choses aujourd'hui ? Ces réflexes-là existent encore. Moi, je pense que, et c'est pour ça que je suis venu parler aujourd'hui, et j'ai répondu à votre invitation, et que je me permets de le dire, il y a de vieux réflexes qui nous ont déjà mis dedans, si on devait employer un terme emprunté à la belote. Il y a de vieux réflexes qui nous ont mis dedans, qu'il faut qu'on abandonne rapidement. Et ça, c'est ce que nos jeunes sont en train de nous dire aujourd'hui. Quels sont ces vieux réflexes ? Est-ce que vous pouvez jouer sa les partition rappeler ? individuelle par rapport à une échéance électorale, lorsque le pays est vraiment en difficulté, il faut arrêter. Se focaliser sur son adversaire historique. On s'est déjà battu aux élections plusieurs fois avec cet adversaire. Si cet adversaire est en poste aujourd'hui, on ne va pas venir aujourd'hui pour essayer de casser son adversaire. On est tous en difficulté. On est tous en difficulté. On ne peut même pas traverser notre pays. Les gens ne peuvent même pas aller se faire dialyser. Le bétail ne peut même pas être nourri sur certaines portions du territoire. On est en train de se fragiliser en termes de sécurité alimentaire. Vous avez dit que j'étais secrétaire général des MPI. Effectivement, au sein des MPI, avec les producteurs locaux, on travaille dans ce sens de sécurité alimentaire, d'approvisionnement de notre population, etc. Aujourd'hui, on est en train de fragiliser tout cela. Je sais que les éleveurs viennent de faire un communiqué pour dire qu'il y a du bétail en hors grande terre et du bétail en hors basse terre qui ne peut pas être alimenté. Aujourd'hui, c'est ça notre situation au moment où on se parle. Donc, on va faire de la philosophie politique, on va même faire de l'histoire politique contemporaine de la Guadeloupe. On va faire des choses comme ça, mais nos jeunes sont en train de risquer leur vie sur des barrages. Notre bétail est en train de mourir.
La production agricole, vous avez vu que le commerce, etc., il est un petit peu mis entre parenthèses. La production agricole, vous avez des denrées et des produits frais qui ne peuvent pas être écoulés. L'effondrement économique, on est en train de le construire là aujourd'hui à chaque seconde. Et c'est pour ça que je dis... Est-ce qu'on peut dire que la solution passe par l'abandon de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire? Alors, je dirais que ces 2 points ont été les étincelles qui ont révélé un malaise plus profond. À un moment, il faudra peut-être qu'on se dise qu'il faut qu'on hiérarchise nos enjeux. Parmi nos enjeux, je pense que la priorité là, c'est de rétablir l'ordre public sur notre territoire. Ça, c'est la première chose. Que l'ordre public soit rétabli et que ça se fasse le plus calmement possible. Après, il ne faut pas nier non plus ceux qui s'expriment aujourd'hui. Ceux qui s'expriment et ceux qui le disent. Il faut que ce soit pris en considération. Alors, on va se dire, ça doit être pris en considération par l'État, ça doit être pris en considération par les élus locaux. Non, ça doit être pris en considération par tout le monde. Tous ces problèmes-là nous touchent. Il faut aussi que quelque part, toute la Guadeloupe se retrouve derrière un grand plan concerté de solutions pour cette jeunesse. On sait que la Guadeloupe, c'est une machine à tuer des jeunes aujourd'hui. Ils s'entretuent entre eux, les jeunes. On sait très bien qu'ils sont surarmés. On sait très bien qu'ils ne sont pas compétitifs. Ils sont maintenant dans un marché mondial au niveau de l'emploi. Un jeune Guadeloupéen est en concurrence directe avec un Chinois. C'est ça la mondialisation. Est-ce que nos jeunes aujourd'hui, on est en train de les préparer pour être en concurrence avec des Chinois ou des Américains aujourd'hui? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Arrêtez de les diaboliser. Alors quelque part, si on n'est pas capable d'élaborer, nous tous responsables, chefs d'entreprise, politiques, Césaire, pas Césaire, élus régionaux, départementaux, municipaux, élus communautaires, parce qu'on a tellement de casquettes avec tous nos niveaux de collectivité, si on n'est pas tous capables de se mettre derrière un vrai plan pour notre jeunesse et que ce plan soit concerté, si on n'est pas tous capables de dire à nos jeunes, regardez, nous tous là, on est un peu responsables de notre petit précaré ou de notre petit domaine, et on est tous ensemble et on se dit, vous êtes la priorité les jeunes. Notre but, c'est pas que vous mettiez des barrages partout et que vous brûliez tout le pays. Mettre des barrages, mais ils créent leur république. Alors, vous savez, il y a, ça, c'est une petite originalité, je veux dire. Certain nombre de... Est-ce qu'il faut le prendre simplement comme une originalité ou est-ce qu'il faut lire derrière ce que c'est qu'une république et voir que sur le territoire, il y a des petites républiques et ça restera forcément des républiques de Sainte-Rose, république par là. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un enseignement à tirer, il n'y a pas une voix qui porte? Alors pour être honnête, moi j'y vois plutôt le signe d'une appartenance territoriale qu'on veut marquer. Et les jeunes souvent marquent leur appartenance territoriale. Mais ce mot république n'était jamais arrivé, il n'y avait pas de république c'est une originalité. En 2009. C'est juste une originalité. C'est une originalité, mais c'est quelque chose qu'il faut quelque part, ces jeunes-là, ils doivent exister. Si on ne leur a pas apporté l'éducation et les moyens pour qu'ils puissent éduquer, il va falloir, c'est ce qui est en train de se passer, ils se la construisent. C'est clair, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, la nature a horreur du vide. Nous n'avons pas mis en place ce qu'il fallait pour que notre jeunesse puisse évoluer. Alors, donc aujourd'hui, en termes de solutions, tout le monde, qui peut permettre à ces jeunes d'évoluer, qui peut leur porter une réponse concrète? Vous savez, la jeunesse, c'est le pays. L'avenir du pays, c'est la jeunesse. On s'en est pas inquiété suffisamment. Alors, vous n'avez qu'à voir, permettez-moi de vous dire, vous n'avez qu'à voir lors du débat. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'incapacité de vous dire combien de jours de rattrapage les élèves vont avoir dans le cas Covid. Vous pensez que c'est normal ça? L'école aujourd'hui, c'est le sanctuaire. Quand vous avez une grève et que les gens vont verser de l'huile devant l'école, vous imaginez? Il y a quand même des choses aujourd'hui fondamentales, on doit y revenir. C'est ça mon souci, et qui devrait être le souci de tout le monde. Ce pays-là, aujourd'hui, ce qui se passe, et je n'arrêterai jamais de le dire, c'est de la faute de tout le monde. OK? Parce que le premier objectif, c'est de la faute de tout le monde. Est-ce qu'on va vers une sortie de crise? Parce que il faut qu'on sorte de l'école. Comment mettre tout le monde-là en phase et pour définir une ligne claire et responsable? Parce que quand on dit tout le monde, on a l'impression qu'on n'identifie personne et que tout est noyé et on sait, excusez-moi quand on dit tout le monde, on dit personne. Je vous dirai tout simplement, nous sommes tous concernés.
un peu comme la sécurité. Aujourd'hui, que ce soit nos dirigeants politiques, que ce soit les associations, que ce soit les forces vives, que ce soit nos chambres consulaires, il faut aujourd'hui, et on n'a pas le choix d'élaborer, le seul élément d'élaborer une véritable politique régionale en Guadeloupe, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau culturel, que ce soit de la formation, de l'emploi. On doit aujourd'hui revoir le pays, recadrer. Parce qu'en fin de compte, on a aussi, nous avons, comme disent souvent les gens, de spécificités. Enfin, nous prenons bitin, nous mettons bitin, nous citons là, et savent qui bitin, nous bousins. Oh là, nous voulons mener le pays là. Qui gens nous mener le pays là. Et là, nous savons là, nous voulons mener, nous savons qui gens pour nous mener. C'est clair, le bateau Guadeloupe aujourd'hui n'a même pas de gouvernail. Et c'est normal que les jeunes puissent le faire. Parce que si on avait élaboré des plans de formation suffisants, parce que vous savez, ça a été remonté il y a 10 ans. Il y a eu des choses qui ont été faites. Si ce comité de suivi avait été mis en place, je ne dis pas qu'on aurait tout résolu, non, loin de là. Mais on aurait porté une certaine contribution. On aurait quand même amélioré les choses. Êtes-vous prêt aujourd'hui pour, justement, monter sur le bateau? Vous savez, il y a des amis qui m'ont appelé. Si je suis là aujourd'hui, c'est que depuis 2010, j'avais arrêté toute communication et je ne m'exprimais pas du tout. Et ce sont des amis qui m'ont appelé après que cette petite vidéo sur mon intervention le 18 mars est sortie en me disant « Joseph, c'était quelque part et prémonitoire ce que tu disais. Donc tu te dois aujourd'hui, tu es sur le bateau Guadeloupe, ok? Tu te dois de sortir de la cale et de monter sur le pont. » Alors, donc vous êtes déjà sur le bateau? Non, le bateau Guadeloupe. Tout le monde est sur le bateau Guadeloupe. Le bateau Guadeloupe est à la dérive. En 2011, il était là, je suis monté sur le pont. Il me cherche aujourd'hui, le bateau est à la dérive, tu n'es pas là, tu es où? Je suis dans la cale. Il m'a dit non, tu n'as pas à être dans la cale, il faut que tu montes sur le pont. Il faut pour prendre le gouvernail? Non, je ne prenais pas le gouvernail. J'ai déjà suffisamment de poids comme ça à mon endroit, donc je ne prenais pas le gouvernail. Par contre, ce que je dis, j'appelle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'appellerai mes collègues chefs d'entreprise pour leur dire qu'il faut maintenant qu'on puisse aussi être là et dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'un homme comme Christophe Wachter peut être un moteur, peut essayer de faire en sorte que tout cela soit mis en musique? Mais sachez que Christophe Wachter est un des premiers dont j'ai pris le contact. Parce que nous avons eu l'occasion de travailler lors du mouvement social de 2009 et je peux vous assurer que j'ai véritablement pu découvrir un homme d'une qualité exceptionnelle. Il y a aussi Franck Alors Dessalles. Une qualité exceptionnelle qui peut être mise au profit de tous les Guadeloupéens. Comment mettre tout cela en musique? Parce qu'il faut quelqu'un quand même qui tient la barre. On ne peut pas être tous à tenir une barre et il faut qu'il y ait une tête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse mener ce bateau à bon port. Qui ça peut être? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je pense qu'on est dans un système qui est quand même structuré. Il y a des personnes qui ont des fonctions. Je pense qu'il faut qu'on accompagne ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne faut pas qu'on les casse. Il y a des autorités politiques, il y a des autorités économiques. On se rend compte avec la situation des jeunes, et on le sait, aujourd'hui, il manque des autorités familiales. Il y a des jeunes qui ne sont pas accompagnés, qu'on ne met pas sur des rails pour leur permettre de faire un choix éclairé pour leur propre vie. Donc il y a aussi ce problème d'autorité familiale. Lorsque la famille est défaillante, c'est souvent le quartier qui prend le relais. Donc dans les quartiers, on se rend bien compte, et c'est pas nous qui allons réinventer cette formule-là. Il y a ce qu'on appelle les grands frères, il y a des médiateurs sociaux, il y a des gens qui accompagnent les jeunes, il y a des éducateurs sportifs. Autant de personnes, et on sait que ces personnes-là ont joué des fonctions dans la société. Et beaucoup de jeunes peuvent vous dire, moi c'est mon entraîneur de football, mon entraîneur de cyclisme, je ne savais pas trop quoi faire de moi-même, il m'a mis sur les rails, il m'a aidé à me discipliner, à aller à l'entraînement. Est-ce que ces personnes sont valorisées? Est-ce que ces personnes sont encouragées pour continuer à agir sur le territoire? Est-ce que ce n'est pas aussi là où il y a une faiblesse et qu'il faudrait peut-être revoir, remanier? Alors moi j'ai envie de dire qu'on nous dit souvent qu'il faut qu'on ait un projet de société. Des projets, on en a, c'est vrai. J'ai peut-être le sentiment que la Guadeloupe aujourd'hui doit faire un choix de société. La Guadeloupe sait très bien qu'elle est une société de consommation. La Guadeloupe sait très bien les limites de la société de consommation. Je fais un clin d'œil à mon collègue du Césaire, président de la commission affaires économiques, Jacques Bordy, qui est celui qui porte un sujet pour le Césaire aujourd'hui, qui est d'ériger en Guadeloupe une société de production. On se rend bien compte
que le passage de la société de consommation à la société de production serait peut-être une opportunité et peut-être un moyen de rebâtir un autre système économique pour la Guadeloupe. Alors ça ne se fait pas en 2 jours. Produire avec qui? Produire avec de la main-d'œuvre sur un territoire. À mon avis, on a le territoire et on a la main-d'œuvre. Et on a déjà les habitudes de consommation. Il suffit qu'on réoriente nos choix de consommation. Alors, ça et peut les choix de formation théorique. Les formations peuvent être mises en ligne avec ce modèle de société qu'on aurait élaboré, qui est une société de production. Moi, je pense que les jeunes, ils peuvent aller vers des métiers de production, créer de la valeur ajoutée. Je sais qu'on se nourrit tous les jours. Je sais qu'on peut substituer à un certain nombre de conteneurs, un certain nombre de mètres carrés, de terre de ce pays où on peut faire pousser des choses. J'en ai la conviction. Et j'ai le sentiment que la sortie de la société de consommation et la réorientation vers la société de production, ça peut être quelque chose d'intéressant pour notre pays. Je reviens sur les autorités. On a besoin d'autorités politiques, on a besoin d'autorités économiques, mais on a besoin surtout de les reconnaître. Il ne faut pas que notre seul souci soit de les casser. On a aussi besoin de travailler avec ces personnes. On a aussi besoin que ces personnes communiquent avec la société. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment à un moment où il faut qu'on réfléchisse à notre propre refondation. Il faut qu'on arrête d'attendre sur la réponse de ceux qu'on désigne comme interlocuteurs. Parce que ce sont des interlocuteurs parfois qu'on récuse. On ne veut même pas d'eux comme interlocuteurs. Quelque part, il faut qu'on sache débattre nous-mêmes et faire des choix de société. Se prendre en main, en clair. Faire des choix de société. Faire des choix de société. Et les choix de société, on a des institutions qui sont en place, qui peuvent créer ces débats-là en leur sein, qui peuvent s'ouvrir vers la société, mais faire des choix de société plus éclairés. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission, malheureusement. Joseph Moïsa, vous continuez à être serein, on va dire, vous continuez à y croire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc je ne peux pas me départir de ce dicton. Par contre, ce qui est pour moi nécessaire, c'est qu'il y a quelque chose qui a été dit en 2009, pardon. La Guadeloupe, c'est à nous. Pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et je dis qu'au-delà de tout, nous devons démontrer à nous-mêmes, mais nous devons démontrer aussi à la face du monde que la Guadeloupe, c'est à nous. Merci. Donc chacun d'entre nous doit y porter sa contribution pour que la Guadeloupe puisse s'en sortir et s'en sortir par le haut. Merci, Joseph Moïsa. Le mot de la fin, Christophe Wachter. Rien à rajouter. Je souscris entièrement à ce que vient de dire Joseph en guise de conclusion de cet échange. Entièrement. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Nous aurons d'autres émissions qui vont suivre avec des hommes politiques. Et puis, il y a aussi un grand rendez-vous. Nous attendons la confirmation, mais ce sera d'ici quelques instants. Donc, restez à l'écoute de nos programmes et à tout à l'heure.